l'école est orpheline. Le gouvernement nous raconte qu'il n'y a pas de moyens et qu'il faut que les enseignants soient patients afin de pouvoir toucher leurs droits. Les enseignants doivent donc enseigner à crédit, sauf que on trouve parmi eux certains qui, selon un politicien, Emilien Denis Atangana, ont déjà fait 41 ans. 41 ans sans salaire. 41 ans sans avancement. 41 ans sans même être reconnu comme un agent de l'État. Mais les membres du gouvernement, chaque jour viennent s'asseoir pour dire que le gouvernement a fait 1500 efforts. Et pourtant, c'est depuis 2012. Et même encore, les enseignants ont attendu jusqu'au 24 février 2022 pour dire au gouvernement, voici ce que nous voulons à peu près. Ceci, ce sont des droits. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Et rien du tout. On a préféré venir toujours dire les mêmes choses. On a préféré réunir un lot de gens, des membres du gouvernement, pour venir jouer encore le tam-tam cette semaine. Et ce tam-tam, c'est quoi? Pas moins de 7 ministres réunis autour de celui qui détient tout l'argent, lui, Paul Motazé, pour venir nous raconter que presque le chef de l'État qui est omniprésent, omnipotent, tout bon, tout puissant, qu'il avait déjà tout prévu pour que toutes ces solutions soient résolues. Et comme à côté de lui, le Cameroun est ce pays-là qui peut avoir au moins plusieurs ministres qui s'occupent de l'école. Vous allez voir, d'un côté, on vous dit, ici, c'est le ministre de l'éducation de base. C'est qui? Laurent Serge Toungé. Vous dites, éducation de base, c'est quoi? On dit, tu n'as encore rien vu. Ici aussi, c'est l'enseignement secondaire. C'est qui là-bas? Pauline Kila ou Nalova, Yonga. Oh, Yonga. Après, on me dit que il y a encore. Tout ça pour faire quoi? Pour bouffer de l'argent. L'argent des enseignants. Rien que 181 milliards. Ils pleurent depuis des années. Lui, Paul Motazé, est là pour venir nous dire que bon, vous savez, nous actuellement on a donné beaucoup d'argent, on va sortir beaucoup d'argent, et puis on a déjà étudié 448 000 dossiers des agents qu'on cherche à intégrer, qu'on a déjà même intégrés. Ah. Vous avez payé combien? On va payer. Pauline Nanoba Yonga, elle vient et dit, on a intégré 21 000 personnels du secondaire. Vous avez payé combien? On va payer, nous allons payer. Laurent Serge Toungé court aussi de son côté. Nous avons déjà intégré 13 502. Et vous avez payé. Nous avons payé 4 milliards. Et sur combien? Sur 16 milliards. Donc, il faut qu'il soit patient. Mais vous avez donc payé à qui? Là, il commence à manger la langue. Il y a même d'autres qui nous ont dit que ils ont payé pour 8 449 agents du personnel.
D'autres nous ont dit que c'est 54 milliards. Mais quand on va voir la réalité, ils n'ont rien payé. Pendant ce temps. Ces gens disent qu'ils n'ont pas de l'argent. Ils disent qu'ils n'ont pas de l'argent. Mais ils sont partis recruter une dame. En Martinique. Une dame en Martinique pour venir former les Camerounais. On appelle cette dame Marie-Victoire Venus Ploton. Yeah. Ouais, mon pays, je vais vous la présenter. Qui est parti recruter cette dame que je vais vous présenter à l'instant, qui loge au Hilton? Les enseignants n'aiment pas où loger. On ne connaît pas le cursus de cette dame. On ne connaît pas ce qu'elle a fait dans la vie. Mais on dit que c'est elle qui a un contrat jusqu'en 2026. Elle est payée à des milliards. Elle a un véhicule de la présidence de la République. Elle a le chauffeur des gardes du corps. Elle boit du champagne chaque soir. Et ça depuis au moins 4 ans. Elle vit dans les suites au Hilton. Voici cette belle dame. La voici. Marie-Victoire Venus Ploton. Cherchez son nom sur Google ou sur Wikipédia. Vous allez juste trouver qu'elle est diplômée de hautes études de santé publique. C'est où? Hautes études de santé publique. D'où? Ici, elle passe dans tous les médias. Ça, c'est un canal 2. Quand elle passe dans un média, elle facture. Pop, 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 pop. Les milliards doivent tomber. Parce qu'elle est venue pour faire ce qu'on appelle l'école de l'excellence en Afrique. Voici Marie-Victoire Venus Ploton. J'ai cherché cette femme partout en France, puisqu'on me dit qu'elle est martiniquaise, elle est française, elle a fait de machin, tout. Et elle vient faire les entretiens de l'excellence. D'ailleurs, le dernier entretien de l'excellence, c'était le 18 mars 2023. C'était à l'IAI, avec celui qu'on appelle Armand Kodabanda. La voici. On dit que l'endroit qu'elle a travaillé, c'était la gestion des hôpitaux et établissements médicaux. J'ai envoyé des gens partout que c'était quel hôpital. Et si elle a fait la gestion des hôpitaux en Martinique ou en France, je ne sais pas. Mais qu'elle vienne donc gérer l'hôpital central. Mais vous connaissez combien de médecins il y a au Cameroun? Mais cette femme n'est pas médecin. Nulle part en France, nulle part en Martinique, je n'ai retrouvé l'hôpital qu'elle a géré. Mais qui vient nous dire ça? C'est un conseiller technique à la présidence de la République. C'est lui qui est venu avec elle, Sandjumba. Et ce conseiller s'appelle Jean-Claude Ayem Mougé. Jean-Claude Ayem Mougé. Voici Tanjumba. Voici Tanga. Madame Jean-Claude Ayem Mougé, même comme vous dites que votre père là,
c'est un tireur d'élite. Voici votre coépouse qui vole l'argent des Camerounais. Je la présente parce que elle prend des milliards. Comment vous vous rendez compte que le Cameroun a des universités, des universitaires? Le Cameroun a des écoles, des enseignants. Et on dit que cette femme va à la cour de l'IAI. Elle réunit 600 enfants des collèges, des universités qui viennent s'asseoir là. L'Andjombasi, l'Andjomba, de Jean-Claude Ayamouji. La voici. Elle vient s'asseoir là. Elle commence à parler de l'avenir et des formations professionnelles, de ceci et cela. Elle ne connaît même pas le Cameroun. Toi-même, tu as travaillé où? On ne sait pas. Ouais. Elle vient parler d'économie. Vous ne voyez pas quand même que lui a l'autre pauvre type de vision 4 là, qui a la longue lèvre comme ça là. Comment vous appelez? Dieu donné son bas. Mais il n'a même pas, il n'a pas de pantalon, il n'a pas de chaussures. Donnez-lui même 50 000 francs. Il va faire ces choses-là. Que de prendre l'Andjombasi, qui parle le français entier. Le genre de français qu'il n'y a pas d'article là. La voici. C'est elle qui vient voler, manger l'argent au Cameroun en disant qu'elle fait les entretiens de l'excellence. Vous vous rendez compte? Les enseignants camerounais ne sont pas payés. Et celle-ci, elle est logée au Hilton. Sans oublier les autres Ndjomba, que le même gars, Ayem Mojé, garde au niveau du monde féminin. Voilà notre pays. Ayem Mojé, c'est qui? Ayem Mojé est celui qui est le bras droit d'Ngongo, le secrétaire général de la présidence. Puisque d'ailleurs, il est conseiller économique, conseiller technique de Paul Biya. Et vous croyez que c'est terminé, hein? Ce n'est pas terminé. À côté de ça, le même Ayem Mojé est le président du conseil d'administration de Camerco. C'est Ngongo qui l'a nommé en 2021. Le même Ayem Mojé est le président du conseil d'administration de Nachtigal. Le même Ayem Mojé est administrateur de Camtel. Le même Ayem Mojé est administrateur de... Le même Ayem... Je peux vous citer 1500 postes. Et ce n'est pas tout. Ayem Mojé a aussi été... C'est lui qui a été le coordonnateur de ce qu'on appelle la task force. La task force de la CAN. Il était là avec Ngongo. Séraphin Magloire Fouda, donc le secrétaire général du Premier ministère, et Ngongo. Voilà les trois. Ayem Mojé, que vous voyez, le père là, je n'ai même pas besoin de vous le montrer. Il est déjà vieux, mais je ne sais même pas ce qui prend les dirigeants camerounais. Avec les mouvements du bas-ventre. C'est à l'époque, quand j'étais présentateur de cabaret, directeur artistique, il y a un gars là qui dansait tout simplement. C'est-à-dire que le bas-ventre du Margouya. Ayem Mojé, c'est le bas-ventre du Margouya. Et nos milliards vont ainsi en fumée. Il a déjà vidé toutes les femmes du Cameroun. Il va prendre maintenant une Martiniquaise. Une Martiniquaise. Les professeurs sont là. On leur demande d'attendre. C'est là, dès qu'elle finit de faire ceci, c'est là, boum, on vire des milliards. Dès qu'on vire des milliards. Et ils vous disent qu'ils sont des patriotes. Hein. Ce sont ces gens-là qui nous combattent. Hein.
L'Égypte pour revenir, oh, il salit le nom du Cameroun, oh, il n'est pas patriote, oh, il n'est pas ceci et cela, et tout. Ayam Mojé, quand il était ici, c'est lui qui insultait Paul Biya quand il était étudiant. Quand il est arrivé au Cameroun, il a commencé à faire leurs choses là. On lui a dit, tu veux être avec nous, fais ceci, fais cela. C'est comme ça que Ayam Mojé, qui était un simple enseignant à l'université de Yaoundé, où d'ailleurs il avait été battu, tabassé par les étudiants. Ayam Mojé en 90 avait été tabassé par les étudiants. Le voilà qui est devenu celui qu'on appelle le Einstein du gouvernement. Einstein, c'est-à-dire que ce grand physicien, ce grand penseur américain d'origine allemande, je crois qu'il est mort en 1955. C'est donc Ayam Mojé qu'on appelle le Einstein du gouvernement. Ayam Mojé que vous voyez là est celui qui avait volé de l'argent, qui avait monté le dossier de ce qu'on a appelé Albatros. Atambabara est là-bas en prison, hein, parce qu'il était le bras droit d'Atambabara. Il était le sujet d'Atambabara. Atambabara l'a pris, il a monté le dossier. Maintenant, quand on va prendre Atambabara, il a tourné le dos à Atambabara. Il ne part même pas voir Atambabara en prison. Atambabara moisi là-bas. Ngongo est arrivé, boum, Ayam Mojé s'est encore mis derrière lui. On peut comprendre que peut-être un simple fonctionnaire puisse avoir une telle boulimie d'argent parce que peut-être il est mal payé. Mais regardez les postes de responsabilité qu'occupe Ayam Mojé. Et surtout, Ayam Mojé a aujourd'hui les ranges. Il est à comme Dieu. Il a les hôtels. Il a un parking qui a au moins 70 véhicules de grand luxe. Il a des fermes. Comment tu peux dire que tu aimes Paul Biya, tu aimes le Cameroun? Ayam Mojé est multimilliardaire. Mais tu reprends le petit argent qui peut servir aux petits fonctionnaires comme les enseignants. Tu vas prendre une femme en Martinique qui vient habiter l'Hilton, qui boit aux frais du contribuable camerounais, qui mange aux frais du contribuable camerounais, qui s'habille aux frais du contribuable camerounais, qui loge, qui roule aux frais du contribuable camerounais, qui est gardé aux frais du contribuable camerounais. Et c'est le même Ayam Mojé, comme je le dis, chaque fois qu'il voit déjà quelqu'un à côté, aujourd'hui, il est avec toi. Demain, il te tourne le dos, il te trahit et il te livre. Ayam Mojé est aujourd'hui celui-là qui, pour essayer d'étouffer le scandale du Covid, de la canne, est donc en train d'instrumentaliser certains activistes, est en train d'instrumentaliser certaines personnalités pour jeter tout le regard actuellement sur Samuel Eto'o. Ayam Mojé, c'est sa spécialité. Avec Gogo, ils se sont donc dit, maintenant, on a un autre dossier. Et ce dossier, c'est celui que vous entendez depuis une certaine période, où on vous parle d'un dossier relatif à la corruption concernant Samuel Eto'o. On peut se poser des questions. Est-ce le secrétaire général, ministre d'État, à la présidence de la République, qui s'occupe maintenant des problèmes de football?
C'est le plus grand détournement qu'il y a eu au Cameroun. Qu'est-ce qui se cache derrière ces dossiers qui ne font que ressurgir à partir du cabinet de la présidence entre Ayam Mogé et Ngongo? Vous serez donc surpris dans quelques instants. C'est une lettre qui a circulé sur des réseaux sociaux qui a fait boum. En fait, cette lettre vient des instructions de la présidence de la République datant du 2 août 2023, où le ministre secrétaire d'État à la présidence de la République a instruit au délégué général à la Sûreté nationale d'ouvrir une enquête sur certains faits concernant Samuel Eto'o. Vous avez pu le lire, mais pour ceux qui n'ont pas lu, nous allons juste vous plonger dans le bain avec, bien sûr, cette convocation, une lettre convocation qui est envoyée par le sous-directeur des enquêtes criminelles et qui certainement invite quelqu'un dont on a fait tout pour cacher le nom. Faisant suite à l'enquête ouverte à la direction de la police judiciaire contre les nommés Eto'o-fils, Ndazé Valérie, Chiake, Nkwen Valentine alias Bob Didi et autres pour abus d'autorité, corruption et autres relativement à la correspondance numéro 82 153 bar SG bar PR du 2 août 2023 de Monsieur le secrétaire général à la présidence de la République, j'ai l'honneur de vous inviter à bien vouloir vous présenter à la direction de la police judiciaire sous direction des enquêtes criminelles, porte 211, le mercredi 27 septembre 2023, 10 heures précises, muni d'une pièce d'identité pour votre audition en qualité de témoin. Nous vous avisons qu'en cas de défaillance, vous serez contraint par tous les moyens de droit, notamment ceux prévus par l'article 92, alinéa B du Code de procédure. De même, vous avez le droit de vous faire assister d'un conseil de votre choix. Et cette lettre, effectivement, peut nous faire nous interroger parce que, première des choses, comme j'ai dit tout de suite, nous avons découvert la création d'une commission mixte sur instruction de Paul Biya sur l'affaire Martinez-Zogo. C'est donc au nom de Paul Biya que cette commission avait été créée de façon spéciale entre la police et la gendarmerie. Comment donc imaginer aujourd'hui qu'on parle de criminels quand même sur une affaire de match? Et là, ce n'est pas sur instruction précise de Paul Biya, mais de Ngongo. Mais Ngongo, lui aussi, ne peut pas se lever pour tout simplement ordonner une enquête comme ça sans se référer à Paul Biya. Une enquête contre Samuel Eto'o. Mesdames et messieurs, puisque certains disent souvent que j'ai fait dans les inventions drôlatiques, les affabulations, rappelez-vous que depuis 2 mois,
je vous ai dit que Ngongo et Samuel Eto'o, c'était terminé. Que Ngongo, qui d'abord était un ami de Samuel Eto'o, lui avait déjà tourné le dos. Je vous avais dit qu'on cherchait par tous les moyens à avoir Samuel Eto'o. Je ne dis pas que Samuel Eto'o est saint. Mais je pose juste une question. Nous sommes là dans le football, une association. Comment se peut-il que une affaire de match, où d'ailleurs on a dit que la FIFA et la CAF devaient enquêter, se retrouve finalement au niveau du palais d'Etoudi, et que c'est Ngongo qui prenne maintenant le rôle du procureur de la République, puisqu'il saisit l'officier judiciaire. C'est Ngongo maintenant, sur une affaire de football dans notre pays. Ngongo se retrouve donc maintenant à nous dire qu'il faut que cette enquête-là aboutisse et que ça aille de telle ou telle façon. Sinon, je crois que il y a certaines choses qu'il faut dénoncer dans notre pays, qui sont des urgences. Soyons sérieux, de vous à moi. Même si vous n'aimez pas Samuel Eto'o, même si on critique Samuel Eto'o, dites-moi, c'est là-bas où va tout l'argent du Cameroun? C'est là-bas la priorité? Où devraient aller les enquêtes actuellement du chef de l'État? Parlant football, le président de la République, Paul Biya, avait imaginé laisser pour la postérité une seule œuvre qu'il aurait pu réaliser, c'est-à-dire c'était les stades. Dans les années 2000, les Chinois avaient donc proposé d'offrir des stades au peuple camerounais. C'était 10 stades. Mais les gens du gouvernement ont dit, non, on ne veut pas cette qualité de cadeau-là. Il faut d'abord laisser. En 2008, le gouvernement a mis un plan de développement des infrastructures sportives qui était tablé sur 116 milliards et où le stade Olembe était déjà sur des papiers. On a bouffé cet argent. Pourquoi Ngongo n'a jamais prescrit cette enquête? En 2014, nous nous retrouvons donc avec de nouveau le projet du stade Olembe qui normalement devait être livré en 2018 en prévision de la CAN que le Cameroun devait organiser en 2019. C'est ainsi que ce stade est chiffré à 163 milliards. Parce qu'il faut me dire là où il y a la corruption entre la FECAFOOT et les infrastructures. Là où il y a la priorité, là on doit d'abord enquêter. Samuel Eto'o n'était pas encore là. Je ne sais pas si Samuel Eto'o travaille à la présidence de la République. Et de toutes les façons, ça lui apprendra de se frotter à ces gens-là. C'est Pichini qui gagne le marché. Et Pichini doit livrer ce marché. Curieusement, Pichini va accumuler des retards de telle sorte que la CAN sera retirée au Cameroun en fin 2018. Je rappelle bien que
les infrastructures devaient être livrées au plus tard, en janvier 2018. Pétini dit, je vais continuer le travail, puisque maintenant le Cameroun va organiser la CAN 2021. Voilà donc, en 2019, remaniement. Biya se débarrasse de Mini Pam Pam Choga, son beau-frère, et il nomme Mwele Kombi, ministre des Sports. En novembre 2019, Mwele Kombi, subitement, après avoir rencontré Ngongo et consort, Ngongo qui a convaincu Paul Biya de créer la task force. Cette task force pour gérer la CAN. Dans cette task force, comme je vous ai dit, il y a donc celui que je viens de vous citer, Jean-Claude Ayamougé. Et il y a Ngongo lui-même et il y a Séraphin Fouda. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est derrière. C'est Mwele Kombi, le grand ennemi de Samuel Eto'o. Mwele Kombi arrive, après avoir eu une réunion avec ces gens-là, ils viennent nous annoncer en novembre que, vous comprenez, là vraiment, les gens de Pichini, ils n'ont pas respecté le cahier de charges, et il y a trop de manquements, donc nous avons changé. Et au lieu de faire, par exemple, un appel d'offres pour qu'il y ait de la concurrence, boum, encore un marché de gré à gré. Qui va arriver? Il ne faut jamais oublier cela, il faut le rappeler parce que ces gens veulent qu'on oublie ça. C'est comme ça qu'ils viennent nous présenter les gens qu'ils ont appelés McGill. McGill, en fait, qui est devenue une entité de l'entreprise française Fouillerolles. Ils nous disent que McGill va livrer le complexe d'Olembe, baptisé complexe Paul Biya. Nous sommes en novembre. McGill commence les travaux. Curieusement, de 163 milliards qui avaient déjà été bousillés, on nous dit que McGill demande 55 milliards, qui doivent donc faire de telle sorte que les travaux vont se faire en deux phases. La première phase, on nous dit, ce sera un stade de, comme McGill va finir, hein, parce que le stade, quand ils viennent le récupérer, était presque en train d'être fini, il ne restait plus que quelques pelouses et... Bon, McGill arrive. Non seulement il prend le matériel de Pichini, le personnel également, mais s'installe et commence à demander de l'argent. Première des choses. Alors que le code des marchés au Cameroun, depuis l'indépendance, dit que lorsque vous signez un marché avec quelqu'un, eh bien, vous devez donner maximum 20% ou alors 15%. Mwele Kombi, avec les deux bandits de la présidence et l'autre bandit du Premier ministère, vont signer un contrat et défalquer immédiatement 40% à McGill. Et il nous explique donc que la première phase sera le stade de 60 000 places et il y aura aussi les terrains d'enseignement plus l'hôtel 5 étoiles. Ils nous disent, c'est ça la première phase. Cette première phase, ils nous disent que ça va coûter combien? 28 milliards. Tout le monde applaudit. Ils disent que la deuxième phase, parce qu'il n'y a plus assez de temps, ça va juste prendre peut-être avant la CAN ou juste après la CAN et qu'ils vont achever ça immédiatement. Bon voilà, on va livrer ça. Comment ça va se passer? Ils vont dire que deuxième phase, ce sera le gymnase, ce sera la clôture, ce sera la piscine, ce sera le supermarché, ce seront les terrains de basket, de volley,
de tennis. C'est ce qui est écrit dans nos contrats, c'est marqué. Vous avez vu la CAN. Magui a dit qu'il livrait tout en 2020. Nous sommes en 2023. Le stade Paul Biya a été livré lui-même comme ça par la pala. La preuve aujourd'hui, on ne l'utilise pas. Puisque les écailles, qu'on nous disait, oh c'est beau, oh le pangolin fait ceci, oh machin. Les machins là, quand tu passes là-bas, il faut mettre le casque. Hein, parce que dès qu'il y a le vent, boum, les écailles, les machins là décollent, ça vient comme les épées pour te couper la tête. Quelque temps après, n'est-ce pas que la canne est finie? Le même Ngongo, il vient là, avec au moins les combis, avec les longues vestes là, il vient nous dire que, oh, maintenant, vous voyez, ce qu'on va faire, c'est qu'on est en train de reprendre les travaux. Tout le monde applaudit. Oh, du bon de Mingo, n'est-ce pas, tu disais que le stade ne va pas finir? Parce que comme on me traite toujours de menteur, je dis toujours que les gens qui m'ont traité de menteur là, ils ont oublié que je suis celui-là qui avait dit qu'on ne va pas organiser la CAN 2019. Est-ce qu'on avait organisé? Non, personne. On va seulement te dire qu'on doit, on en a. Hein? Et tu avais dit que... Pourquoi vous ne dites pas à Paul Biya que, oh le père, tu nous avais dit qu'on va organiser la CAN en 2019. Un chef d'État. Vous ne lui demandez pas. Et en plus, il y a eu des milliards. Moi, je n'ai dépensé aucun milliard. Même pas un centime du Cameroun. Moi, j'ai fait venir plutôt quelqu'un. Parce que j'ai alerté. Et on vous avait dit que le stade doit avoir l'hôtel, la piscine, les musées, les terrains les cours de tennis, le terrain de basket, de volley, plusieurs terrains. Et des stades d'entraînement. Plus une autre clôture, beaucoup plus loin à l'extérieur. Plus des parkings qui te... Dites-moi. Les gens du Zonglon là, vous êtes incapables de demander à Paul Biya qui est président que c'est toi qui nous as menti. Vous dites que c'est J-Point qui est menteur. J-Point qui vous avait dit qu'il n'y aura pas et qu'ils ne vont pas finir ce stade-là. Maintenant, comme ils savent que j'ai donc raison, boum, ils vous disent que ne regardez plus ici, ne regardez plus ici, regardez plutôt ailleurs, regardez on a là. Mais posez-leur la question, où sont partis des milliards? Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête? Pourquoi Ngongo ne prescrit pas l'enquête sur les stades du Cameroun et particulièrement le stade Paul Biya qui est inachevé et qui a pris beaucoup d'argent? Bien plus. Dans cette escroquerie, ils ont recruté des gens, soi-disant des Européens. On a pris quelques vagabonds ici, des fumeurs de banga, qui sont arrivés avec les Philippins. Quelqu'un arrive, il n'avait jamais fait ceci et cela. Vous connaissez combien était leur salaire? C'est-à-dire qu'on a dit, deuxième phase, je vous ai dit, première phase c'était 28 milliards. Deuxième phase, c'était maintenant aussi 21 milliards, combien là? Après, ils ont dit qu'après ça, pour des salaires de ceux qui sont les non-camerounais, c'est 6 milliards et demi. Et pour les imprévus, c'est 4 milliards pour l'entretien. Mais vous construisez un stade et vous demandez encore 4 milliards d'entretien avant la CAN. Mais on est en train de construire quelque chose et on entretient 4 milliards. Plus 6 milliards et demi. Plus tout ça là. Ils ont tout pris. Et quel salaire ils donnaient? Une secrétaire de McGill gagnait 17 000 € par mois. Un cadre, celui qui fume le cigare, entre 57 000 et 60 000. Vous connaissez ce que ça vaut? 17 000. Une secrétaire qui est là, secrétaire.
c'est-à-dire plus de 10 millions, voire 11 millions. En un seul mois. Regardez ce que c'est que 60 000 € dans notre pays. Pour des oiseaux. Et on découvre plus tard que c'est plutôt moins les combis avec ce Magui-là. Il ne payait même pas Ngongo et la présidence. Il ne versait pas tous ses salaires au gars de Magui. En fait, il faisait une surfacturation, sous-traité avec une autre entité qui partait, qui maintenant aussi traitait avec Magui. Ce qui signifie que, en réalité, ces gens qui étaient en train de travailler avaient des salaires entre 2 000 et 3 000 €. Entre-temps, on te taxe 60 000 € ou 57 000 € ou 17 000 €. Voilà les salaires qu'il y avait à Magui. La task force. La task force. La task force. En fin de compte, ils sont tous partis. Ils sont rentrés chez eux. Impunis. C'est après que Paul lui a demandé qu'on fasse une enquête. Mbargangele, le père Mbargangele, doit qu'il bloque seulement les passeports de Valsero et des activistes. Tu ne peux pas bloquer les passeports de ces gens-là. Ils étaient au Cameroun. Ils sont tous partis. Le même Magui avait gagné un marché de 243 millions € pour une route à Douala. Et on savait qu'il n'avait pas livré. Comment pouvait-il revenir gagner un marché de stade, d'hôtel, de piscine olympique, de ceci, tout, qu'il n'a pas pu livrer. Et le même Magui est venu porter plainte contre l'État du Cameroun. Et c'est l'État du Cameroun qui est plutôt condamné à 15 milliards. Parce que Magui disait que non, vous nous avez donné une partie de notre argent, c'est-à-dire que 42 millions sur les 52, sur les 55 que vous nous avez promis, même si nous on n'a pas travaillé, il faut seulement payer. L'État du Cameroun a encore été condamné. Là, il n'y a pas d'enquête. Là, il n'y a pas un procureur. Là, il n'y a rien. Non, 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 non. Le plus important, c'est oh, la fait qu'à foutre. Oh, et toi, mais attendez. Tous les problèmes qu'on a vraiment là au Cameroun, soyons sérieux. Donc, chaque fois qu'on va détourner de l'argent au Cameroun, on va vous prendre soit un jeune, soit quelqu'un, et on vous balance ça. Tous les chiens courent vers lui. Et toi, grand voleur, grand bandit. Oh, ton salaire, c'est combien? Oh, tu as ruiné la FECAFOOT. La FECAFOOT avec quoi? Mon problème est que c'est l'argent de l'État, c'est-à-dire l'argent du contribuable camerounais. Ngongo doit rendre compte avec moi les combis. C'est moi les combis. Aujourd'hui, comme ils savent que si c'est 15 comme ça, le peuple camerounais va se rappeler. Moi les combis, vous voyez comment est-ce qu'il est aujourd'hui chaud, chaud, chaud. Avec les lions, machin, tout, il a d'abord actionné l'affaire au Ngoua. Et maintenant, ils ont actionné l'affaire que, oh, il y a eu, machin. Oui, l'affaire de trucage des matchs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de trucage des matchs. Je ne dis pas ça. Parce que Eto'o n'a pas encore eu véritablement à s'expliquer. Et il y a des audios qui, oui, reconnaît avec, bien sûr, Bro, que oui, bien sûr, que c'est notre équipe de football. Oui, ça va monter en première division. Oui, nous allons suspendre cet arbitre-là, nous allons te redonner les 3 points. Ça, j'ai entendu ça. Mais ça, c'est la compétence de la CAF. C'est la compétence de la commission éthique. C'est la compétence de la FIFA. Et non du gouvernement camerounais qui n'est pas en train de gérer les matchs de football, de club. Nous devons savoir ce que le gouvernement camerounais a fait avec l'argent des stades
ou encore toujours les mêmes ont géré l'argent du Covid. Comment vous pouvez croire qu'un gouvernement qui a des services d'intelligence, donc des services de renseignement, ils vont prendre McGill? Or, le patron de McGill, c'était qui? C'était Franck Matière. Et Franck Matière, c'était qui? Un bandit recherché par Interpol. C'est-à-dire que même Interpol du Cameroun le recherchait puisqu'il était au Nigeria, où il avait été impliqué dans une affaire de blanchiment de 2 millions d'euros et il était donc recherché à travers le monde entier. Et d'ailleurs, pendant qu'on lui donne le marché au Cameroun, il va en Ukraine pour alors encore frapper la Fémania là-bas. On va l'attraper. On va le jeter en prison. Il ne va revenir qu'en avril 2021, après avoir passé le temps en prison. C'est ce type-là que le type qu'on appelle, moi, les combis, a préféré choisir pour le stade Paul Biya. Là, l'enquête n'a abouti à rien. Là, on n'a aucun résultat de l'enquête. Mais ne vous en faites pas. Ce qu'ils sont en train de faire là, j'avais prévenu ici à Samuel Eto'o. Mais comme Eto'o lui aussi, il est têtu, il risque de comprendre ça plus tard. Ce régime-là, on peut le voir aujourd'hui, être avec le secrétaire général du RDPC Nkwete. Ce régime-là, quand il veut te sacrifier, il te sacrifie. Qu'on demande à Tambabara, qu'on demande à d'autres présidents qui ont été là avant Samuel Eto'o. Samuel Eto'o doit savoir comment est-ce que le régime a fait pour se débarrasser d'eux. Il était déjà là à l'équipe nationale en 98. Qui était président démocratiquement élu? Je crois qu'il avait été élu en 96-97. C'était Vincent Onana. Il avait à peine 48 ans. C'était un gars, un jeune dynamique, compétent et tout et tout. Il avait gagné l'élection. Roulamment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À la veille de la Coupe du Monde, c'est-à-dire plus exactement le 5 juin 1998, de la même manière, on avait demandé l'ouverture d'une enquête contre Onana. Vincent Onana avait été accusé d'avoir détourné les billets, la quote-part du Cameroun, les billets qui avaient été donnés par le comité français d'organisation de la Coupe du Monde, puisque la Coupe du Monde devait se jouer en France. On a accusé Vincent Onana d'avoir détourné cela. On a même monté la presse qui était partie écrire, dire que non, il y a eu des investigations avant de le présenter devant le procureur de la République le 8 juin 1998, qu'il y a eu la gendarmerie qui est partie faire des investigations là-bas. On a trouvé 1000 billets qui étaient là. Donc, le gars, il était en train de se sucrer. C'était très très grave. On a pris Vincent Onana, boum, direct Kondengi. On avait averti à Vincent Onana que les gens là sont en train de chercher. Pourquoi? Parce que Vincent Onana avait des problèmes avec le ministre des Sports de l'époque. Et ce ministre s'appelle, ou s'appelait, il vit encore, mais n'est plus ministre des Sports, Joseph Owona. Regardez bien que Samuel Eto'o a des problèmes avec un ministre des Sports. Et Joseph Owona avait juré avoir la tête d'Onana. C'est comme ça qu'Onana a été jeté en prison. La FIFA est obligée d'installer un comité provisoire là pour pouvoir gérer l'équipe nationale. C'est comme ça que Iya Mohamed, qui était l'adjoint d'Onana, se retrouve en train de diriger, en train d'aller avec les Lions. Donc Samuel Eto'o à la Coupe du Monde.
C'est comme ça que Iya Mohamed devient président par intérim avant d'être élu plus tard, en 2000. Je crois que Samuel Eto'o se rappelle de cette histoire. Quand Vincent Mounane est allé en prison, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu voir Iya Mohamed, les mêmes gens du gouvernement, parce qu'ils sont solidaires. Hein? Ils sont solidaires. Donc Joseph Owona avait demandé maintenant à Iya Mohamed, réunis ton comité provisoire là. Et puis vous faites une sorte d'assemblée extraordinaire et puis vous accusez immédiatement, vous dites que oui, vous demandez les comptes par rapport aux billets et tout ça. Allez, vous portez plainte. Parce qu'il n'y avait aucune plainte. Hein. Quand on l'a jeté en prison, Vincent Mounane, à Kondengui. Et Iya Mohamed a regardé ça. Et Iya Mohamed a dit que non, je ne peux pas le faire. Du coup, Joseph Owona a dit, toi-même là, tu vas aussi voir. En fin de compte, en mai, c'est-à-dire 2 ans après, il avait passé 2 ans et 5 jours en prison, Vincent Mounane, avant d'être libéré. Vous savez comment il a été libéré? Non-lieu. C'est-à-dire que tout ce qu'on racontait là n'existait pas. Tout ce qu'on racontait n'existait pas. Même scénario avec Iya Mohamed lui-même. Iya Mohamed a commencé à moderniser un peu le football camerounais. Comme d'habitude, on a adressé des gens. Oh, ceci, c'est un voleur. Oh, il prend ceci pour son argent. Oh, machin, tout. Oh, il gagne 500 000 francs. Alors qu'il était directeur général de Sodécoton. Il n'avait même jamais pris un 5 francs. Bien au contraire, c'est quand il allait en prison que plutôt celui qui était aussi son bras droit va dire qu'on lui doit 42 millions. Et en ce temps, c'est Joseph Owona qui était déjà le président de la commission de quoi là, du comité de normalisation. On a commencé avec Iya comme des blagues. Hein? Oh, détournement. Même Eto'o lui-même, il était dans la danse. Oh, il y a vraiment... non, il faut qu'il nous rende compte, il y a un manque de ceci et cela. On l'utilisait. Parce qu'on voulait avoir la peau de Iya Mohamed. Poum. On attrape Iya. On le jette en prison. On dit que c'est des milliards qu'il a détournés, qu'il a fait ceci et cela et tout. Finalement, il a été condamné à combien? 15 ans de prison. 15 ans de prison. Parce qu'il a voulu tenir tête à Joseph Owona. Si Joseph Owona sort du gouvernement, c'est non seulement parce que lui-même il a continué à faire le bras de fer contre la FIFA qui voulait installer un comité là, et Joseph Owona a dit non. Moi, c'est moi le grand boss, je n'accepte pas ces gens-là, ni Iya Mohamed, ni ces poltrons, les 9 qui sont là, allez dehors et tout. C'est comme ça que la FIFA avait suspendu le Cameroun. Il a fallu l'intervention de Paul Biya. C'est après qu'on a enlevé, on a pour le mettre à la santé, quelque chose comme ça. Oh, on a lui-même toujours le football camerounais. C'est pour ça que je vous dis, je ne parle plus de ça avec passion. Comité de normalisation, il a été nommé là-bas par Paul Biya en 2013, alors qu'il était en Bengue. Il était déjà au chômage depuis 8 ans. Le même type qui a détruit les présidents de la Fédération camerounaise de football, c'est lui qu'on a encore nommé président du comité de normalisation. Lui qui accusait les autres de détournement dès qu'il est alors arrivé. Wow, maman! C'est la voiture que tu voulais voir, la voiture de service. C'est les gardes du corps. C'est les chauffeurs. C'est les détournements. Joseph Owona a été le pire président du comité de normalisation de toute l'histoire de 2013 à 2015. Tout ce qu'il disait contre les autres, c'est ce que lui, il a fait en pire. Et quand quelqu'un voulait parler, il te portait plainte.
ce que les autres n'avaient jamais fait contre lui. Hein. Et il a échoué le comité de normalisation. Donc, on nous a dit que professeur agrégé de ceci. Il a recruté tous les professeurs agrégés, les experts de ceci du Cameroun. Quand ils ont fini leur mission, hein, ils ont organisé une élection pour tomber à Roko. Joseph Ona a dépensé 700 millions. C'est au temps de Joseph Ona que les Lions faisaient les plus grandes grèves. Pas d'argent. Vous vous souvenez du mondial 2014 où le Cameroun a subi la pire humiliation, où même les étoiles étaient bloqués à l'hôtel, ne voulaient pas sortir. Après, comme je le dis toujours, tous les experts qui sont intellectuels là, ils ont dirigé la FECAFOOT. Qu'est-ce que ça a donné? Zéro. L'élection à peine organisée, groupe, Abdourahmane et consorts, comme d'habitude, ils ont attaqué au niveau du comité olympique camerounais avant d'aller au TAS. La FIFA a dit que non, ce n'est même pas une élection, ça. Donc, on avait tous les professeurs agrégés du Cameroun, ils ont échoué. Une normalisation. C'est là où on va venir avec Api Ngassa. Comment on l'appelle? Je crois, quelque chose comme ça. C'était un Ngassa. Dieu donnait Api, je crois. Dieu. Parce qu'un Ngassa Api, c'était l'ancien président de l'Union sportive de Douala. Deuxième comité de normalisation. Lui, là, c'est un avocat. Et c'est lui qui va conduire à l'élection de Sédou Mboumondia. Sédou Mboumondia, on croit que c'est déjà terminé. Oh, on nous dit que non, lui-même, il a été mal élu. La FIFA intervient encore. Vous voyez donc que, à travers la Fédération camerounaise de football, ou même si c'est Dieu qui prend ça, il y aura une contestation. Ça ne va jamais marcher parce que le gouvernement préfère prendre tout le peuple camerounais, vous jetez au niveau de la FECAFOOT. La vérité, c'est ça. On vous livre la FECAFOOT, on vous dit que c'est celui-ci qui dérange. Et comme les Camerounais, nous Camerounais, aimons le football et la boisson, et le megnanglé en bas, on se jette là-bas comme un chien poursuit l'os. C'est la situation aujourd'hui. Les gens ont volé l'argent du Covid, des milliards. Les gens ont détourné l'argent des stades. On vous demande des comptes. Vous venez dire que ouvrez rapidement une enquête contre Samuel Eto'o parce que ils ont réussi à retourner l'opinion. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me posais des questions. Mais qu'est-ce que Samuel Eto'o partait faire là-bas? Et le problème, c'est que Samuel Eto'o, il continue à dire, oh, je vais réunir mon comité de ceci et cela. Les mêmes gens qui sont là avec toi, Samuel, c'est les gens là qui vont te cuisiner. Ils font semblant l'émotion de soutien. Ils font ça depuis non. Les Nyassa Solaires sont là depuis non. Tout ce monde-là est là depuis. C'est un panier à crabe. Petit frère, ils vont te manger. Tu aurais été intéressant, plus intelligent. Moi, je crois que tu aurais déjà démissionné. Ce n'est pas que tu as échoué. Mais parce que tu es sur le même chemin que Vincent Onana, qui n'a pas compris que le rouleau compresseur était en train de se faire contre lui. Tu es comme Iya Mohamed, qui n'a pas compris parce que les petits zigotos et autres atalakoutistes qui se disaient iyaïstes, ils ne se disaient plus biaïstes. Lui disait que non, tu es le plus beau, tu es le plus fort, il faut tenir, oh, tu faut aller, mais ces gens, c'est des tueurs à gages. C'est des tueurs à gages. C'est des tueurs à gages. Tôt ou tard, dans un petit coin comme ça, ils vont finir par te mettre la clé 14. Regarde déjà ce qu'ils font là. Mais c'est toi qui as demandé voter Paul Biya et tout. Mais encore là, c'est pendant que tu es président, toi Samuel, que curieusement, le Cameroun devient la première nation africaine à organiser
un match amical de préparation contre la Russie. Yeah. Et on vous dit que c'est Etoudi qui a validé ça, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui a validé le match contre la Russie. On applaudit. C'est aussi Paul Biya qui a validé l'enquête contre toi. Et ce match contre la Russie, c'est un piège pour que toi qui vis beaucoup en Occident, que l'Occident se tourne contre toi. La Russie a été exclue de l'euro. Les clubs européens ne jouent pas les compétitions de la FIFA. Et nous sommes en pleine guerre de l'Ukraine. Tu viens de porter le maillot de l'Ukraine. Subitement, on apprend que le Cameroun va jouer contre la Russie. Tout le monde entier est en train de te regarder. Paul Biya ne va pas dire que c'est lui. Hein. Lui, il fait ça parce que lui, il est allé là-bas. Il dit, bon, avec Poutine, on va me protéger, on va faire ceci et tout. Et pour qu'on me protège, je livre Samuel Eto'o. Tu as été livré en holocauste. Dites-moi, la Russie a demandé un match amical contre le Sénégal. Le Sénégal a refusé. La Russie a demandé un match amical contre le Maroc. Le Maroc a refusé. La Russie a demandé un match amical contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a refusé. Les seuls qui ont accepté de jouer contre la Russie, c'était le Kazakhstan ou le quoi là, des pays bizarres là. Le Mali a une équipe. Les Russes sont quand même au Mali. Les Russes sont au Burkina. Les Russes sont en République centrafricaine. Comment c'est sous ton mandat qu'on demande, alors qu'on sait très bien que c'est une guerre grave, diplomatique, où les gars qui sont ici là, ils sont seulement au corps à corps contre Poutine. Hein. Poutine dit que moi aussi, vous allez voir ce qu'il va vous faire. Ils ont les intérêts de gaz, ils ont les intérêts de ceci. Paul Biya, lui aussi, il se dit que bon, il faut que Poutine me soutienne un peu pour que je puisse placer un successeur ou bien que je reste toujours là. Et toi, on te met au milieu. Toi, on te met au milieu. Que va jouer? Va jouer. On ne va pas voir les lions indomptables. Mais qui est organisé? C'est le président de la Fédération camerounaise de football. En pleine guerre d'Ukraine. Au moment où on ouvre les enquêtes judiciaires contre toi. Papa, ton père là t'aime beaucoup. Hein? Mais je n'aimerais pas être à ta place. Sache que ce n'est pas parce qu'on est même du RDPC qu'on peut échapper. Le Mbongo était là-bas. Léatan Mebara était là-bas. Et Yann Mohamed était là-bas. Sans oublier Vincent Onana. Ils étaient tous du comité central du RDPC. Ce n'est pas parce qu'on est avec le secrétaire général du RDPC qu'on dit qu'on est en sécurité. La preuve, il n'y a pas très longtemps, tu étais avec Ngongo, main dans la main. Aujourd'hui, ils ont leurs intérêts. Ngongo a fait les affaires avec le ministre des Sports. Tu ne comprends pas comment, petit frère. Voilà la vérité. Donc, Ngongo ne peut jamais se dresser comme moi les combis. Ni moi les combis se dresser contre Ngongo. C'est une affaire de milliards. Les gars, ils ont mangé ensemble. Toi, tu lui as parlé des petits trucs de oh, machin, quoi, fait qu'à foutre et tout et tout. Ah, les intérêts sont supérieurs. Les intérêts sont supérieurs. Mais bon, en tout cas, je ne voulais que dire cela parce que derrière le football, je dis bien derrière le football, le Cameroun est en pleine inertie. Derrière le football, on nous tourne en bourrique. Derrière le football, on nous offre toujours quelqu'un en sacrifice. Et quand le temps de réfléchir arrive, on a déjà créé un autre problème derrière le football. Et nous restons donc là à résoudre les problèmes de football au lieu de résoudre des problèmes économiques.
les problèmes sociaux, les problèmes politiques.